Bonjour! Nous allons maintenant, pour les classes de quatrième, commencer une nouvelle séquence que j'ai intitulée la séquence vitesse cosmique au pluriel. Et la première séance, on va se poser la question, après avoir regardé l'infiniment petit, les atomes, les molécules, après avoir fait de l'électricité, on va se tourner à nouveau vers les étoiles et on va se poser la question, comment aller dans l'espace? Alors comment on va dans l'espace? Le principe de base, j'ai trouvé cette petite BD là qui date de 1992, hein, qui est dessinée à la mode manga, qui explique très bien, comment on va dans l'espace. Alors on voit qu'il y a 2 personnages. On a un petit garçon et on a un autre personnage avec une tête toute ronde et 4 moustaches. Et ici on voit que ces moustaches, en fait, ça ressemble plutôt à des petites antennes. Donc ce personnage, on pourrait presque lui donner un nom à ce personnage. Parce que sa tête, on voit que le petit garçon est humain, mais ce personnage-là n'est pas humain, tout simplement parce qu'il a une tête de satellite. Là aussi, je vous aurais fait deviner, ce satellite s'appelle Spoutnik. Alors Spoutnik est le premier satellite envoyé dans l'espace, et il ressemble à ça. Donc il a été envoyé par l'URSS, la Russie si vous voulez. C'était un satellite tout ce qu'il y a de plus simple, il avait 4 antennes, et sa fonction c'était de faire bip, bip, bip. Il avait aussi une batterie évidemment pour pouvoir faire bip, il va faire bip, bip, bip pendant plus de 20 jours, et il avait aussi un capteur de pression et de température, parce que c'était la première fois qu'on envoyait un satellite dans l'espace. Ça a énervé les Américains. Donc ce personnage-là, on pourrait l'appeler Monsieur Spoutnik. Alors, Monsieur Spoutnik, il dit au petit garçon, lance la balle de toutes tes forces. Le petit garçon, il dit, je vois pas trop le rapport. Si, tu vas voir, lance. Bon, si tu le dis. Alors là, il lance de toutes ses forces, la balle, elle part, et boum, elle retombe par terre. Et là, le monsieur Spoutnik, il dit, regarde, la balle, elle est retombée. Et le petit garçon, il dit, l'air un petit peu agacé, évidemment, genre, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Alors, le monsieur Spoutnik, il se laisse pas décontenancer, et il dit, maintenant, imagine la balle lancée avec plus de force et donc une plus grande vitesse. Ta balle ira plus loin, et si on augmente la force et la vitesse, elle ira de plus en plus loin. Jusqu'ici, c'est pas très compliqué. Quand on envoie une balle de plus en plus fort, de plus en plus vite, elle va de plus en plus loin, mais à chaque fois, elle retombe sur le sol. Donc, il explique que voilà, la gravité de la Terre fait que la balle retombe toujours sur le sol. Autrement dit, la balle elle est lancée toute droite, mais la gravité rabaisse la balle à chaque fois, et donc elle va suivre une courbe descendante. Alors maintenant, il faut imaginer que M. Spoutnik, il a une force incroyable, c'est peut-être un super saiyan qui s'ignore, et chouf, il envoie la balle vraiment très très loin. La balle est toujours attirée par la Terre, elle suivra automatiquement une courbe descendante, mais voilà, la Terre, elle est ronde. Et si on regarde au niveau de la Terre, on va grossir Monsieur Spoutnik, histoire de voir un petit peu mieux, et plus il va lancer loin et fort, et plus la balle va retomber sur la Terre loin et fort. Qu'est-ce qui se passe si on lance suffisamment fort pour que la balle, elle arrive à faire un tour? C'est simple, la balle ne retombe pas sur le sol, et donc la balle est en orbite. Donc pour aller en orbite, il suffit d'aller suffisamment vite. On va voir un petit peu plus loin vite comment. Quand la balle est en orbite, c'est-à-dire que la balle, ici, là, elle est lancée, elle tombe, 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 et elle continue de tomber, de tomber, de tomber, c'est-à-dire qu'en fait, un objet en orbite, il tombe sur la planète. Il va juste suffisamment vite pour ne jamais rentrer en contact avec le sol. Quelque part, la Lune qui est en orbite autour de la Terre, elle tombe sur la Terre depuis presque 4 milliards d'années maintenant. Et rassurez-vous, elle pourra continuer à tomber sur la Terre pendant 4 autres milliards d'années et elle ne touchera jamais le sol. Elle a même plutôt tendance, pour des raisons complexes, à s'éloigner un petit peu de 1 ou 2 cm chaque année. Ça ne devrait pas être une surprise pour vous, si vous vous rappelez en cinquième ce qu'on avait vu. En cinquième, on avait vu que pour simuler l'impesanteur, pendant environ 22 secondes, on pouvait utiliser l'avion A300 0G, et il tombait sur Terre avant de redresser sa trajectoire pour simuler cette impesanteur.
Et je rappelle aussi en apesanteur, il n'y a pas de haut ni de bas. Hein, on avait vu des petites vidéos pour expliquer que l'eau se mettait en forme sphérique, etc. Alors cette histoire-là, cette histoire où si on lance un objet vite et fort, il va loin et il peut aller jusqu'à faire le tour de la Terre, ça a été trouvé il y a longtemps. Voilà. Ça a été trouvé par un certain monsieur dont vous avez certainement entendu parler, c'était Isaac Newton. Voilà. Donc ici, vous voyez une petite BD, une petite BD humoristique qui montre Monsieur Newton, hein, qui était un homme du XVIIe siècle, qui se promène, il se prend une pomme sur la tronche et il a l'idée de la gravitation universelle. Évidemment, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Faites l'expérience chez vous, hein, demandez à quelqu'un de votre famille de vous envoyer une pomme ou une poire directement dans la tête, vous n'aurez pas une idée géniale pour autant. Alors il se trouve que, pour la petite anecdote, surtout en ce moment, hein, Isaac Newton aurait découvert la loi de la gravitation au cours d'une période de confinement, en pleine épidémie de peste en Angleterre. Hein, c'est marrant, hein, c'est-à-dire que le confinement peut donner des bonnes idées. Je continue la petite anecdote que j'ai lue dans cerveauetpsycho.fr. La peste a frappé Cambridge durant l'été 1665 et il s'est réfugié dans une ferme familiale à 80 km au nord de la ville, et c'est là qu'il aurait eu l'idée de la loi de la gravitation, et il aurait comparé la chute d'une pomme au mouvement de la Lune sur son orbite. Pour lui, la Lune et la pomme tombent sur la Terre de la même manière, c'est juste que la Lune va assez vite pour ne pas heurter le sol. Et dans un de ses livres, son livre le plus connu, il y a ce petit dessin. Alors pas dans la première version, mais dans une version plus récente, il y a eu ce petit dessin. Donc là, c'est pas un personnage de manga qui tire de plus en plus fort autour de la Terre, c'est un canon qui est situé sur une grande montagne. Parce qu'évidemment, pour que l'objet aille suffisamment vite, je l'ai écrit ici, ça marche que si on est en dehors de l'atmosphère pour ne pas être freiné par l'air. Donc Newton, déjà à l'époque, dit, bah voilà, le boulet de canon, s'il est tiré à ras du sol, l'air va l'arrêter, il faut qu'il soit tiré d'une montagne. Il imagine une expérience où si le canon est situé suffisamment haut en dehors de l'atmosphère, bah le boulet de canon pouvait tourner éternellement autour de la planète sans retomber. Voici un des grands principes de la gravitation universelle. Hein, deux corps massifs quelconques s'attirent avec une force directement proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. J'en reviendrai plus tard. Là, ce qui est important, c'est que c'est Isaac Newton qui l'a écrit dans son ouvrage qui s'appelait Principia Mathematica, et cet ouvrage a été fait en 1687. On va s'intéresser donc à ce livre, c'est le premier livre qui décrit comment on va dans l'espace, à quelle vitesse il faut aller et comment ça marche. Parce qu'il n'a pas juste fait ce petit schéma, c'est que là, il a même calculé les trajectoires et surtout, il a mis cette relation mathématique entre la force, la masse et les distances. Alors, il existe un exemplaire du livre de Newton, publié en 1687, à la Bibliothèque nationale de France, qu'on appelle la BNF. Alors, la BNF, elle acquiert, c'est-à-dire qu'elle achète et elle conserve un exemplaire de tous les livres publiés en France et dans le monde libre, entre guillemets. Un peu comme la bibliothèque d'Alexandrie l'avait fait durant l'Antiquité. À Alexandrie, les maîtres de la ville d'Alexandrie avaient décidé de faire une librairie qui accaparerait tous les écrits du monde pour accumuler le savoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur le site Wikipédia de la Bibliothèque nationale de France. La Bibliothèque nationale de France, on aurait envie de dire, tiens, voilà, ça c'est la salle de lecture de la Bibliothèque nationale de France, donc c'est la salle de lecture de ce qu'on appelle le site Richelieu, c'est-à-dire l'ancienne Bibliothèque nationale de France, avant qu'on en construise une nouvelle. Donc là, c'était une salle, vous voyez, avec tous les petits pupitres pour lire, et plusieurs étages de livres, et ça, c'est qu'une partie de ce lieu. Et pourtant, ce lieu gigantesque a été trop petit, et il a fallu, dans les années 80-90, construire un nouveau site. Et ce nouveau site, ça c'était un vieux projet, c'est le site de la bibliothèque François Mitterrand, qui est au bord de la Seine. Donc là, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Paris, mais cette bibliothèque est remarquable parce qu'elle est, j'ai montré quelques photos ici.
On voit là, c'est des tours qui ressemblent à un livre ouvert. Il y a 4 tours qui ressemblent à un livre ouvert. Et ces 4 tours, vues du ciel, voilà, ça délimite un grand rectangle. L'essentiel de la bibliothèque est souterraine, c'est-à-dire qu'il y a des livres dans ces 4 grands livres ouverts, mais c'est surtout là, ce bloc de béton là, qui plonge sous le niveau de la Seine. La Seine, on la voit passer ici, hein, avec le pont la passerelle Simone de Beauvoir, et on voit qu'il y a en profondeur, il y a une sorte de parc intérieur avec des grands arbres. Là, ici, il y a plus de 15 mètres de profondeur. D'ailleurs, on le voit, il y a une petite esplanade tout autour, on peut se promener autour du grand creux central, et là aussi, il y a des salles de lecture, il y a des médiathèques, il y a des halls d'exposition. Là, vous avez une vue de la passerelle Simone de Beauvoir, c'est une passerelle piétonne, superbe, quand il fait beau, c'est très agréable d'aller se promener là-bas, de traverser cette passerelle, et d'aller se promener sur le parvis, ici, qui navigue, c'est libre d'accès, qui navigue entre les 4 tours de la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque François Mitterrand. Vous pouvez aller taper Bibliothèque François Mitterrand sur Google Maps, voir la vue satellite, et on peut zoomer, poum, poum, et on voit bien là les 4 tours en forme de livre ouvert, le grand espace intérieur, et la grande esplanade ici. Vous avez la petite passerelle Simone de Beauvoir qui passe au-dessus de la Seine. Et pour ceux qui connaissent, on arrive de l'autre côté à un espace qui s'appelle, c'est Paris-Bercy. Là, vous avez le ministère des Finances, c'est là où vont tous nos impôts. Et ici, vous avez l'Accor Hotel Arena, l'ancien parc omnisport de Paris-Bercy. Voilà. Tout ça, c'est dans ce même endroit de Paris, c'est dans l'Est parisien. Là, vous avez la Seine, Notre-Dame, la Tour Eiffel est plutôt par là. Voilà. La bibliothèque François Mitterrand. Avec Google Maps, vous savez aussi que vous pouvez utiliser Google Street View. Il suffit d'attendre que ça charge les petites... là où on peut... vous pouvez... les petits points bleus, c'est des photos qui ont été prises par des personnes qui l'ont mis en ligne. Et là, vous avez une photo immersive et vous pouvez voir les 4 tours. C'est un espace très très plaisant. Ici, vous avez des grilles pour empêcher les gens de se jeter dans le vide, par mégarde, évidemment. Vous pouvez aussi vous promener sur le boulevard à côté, avancer avec les voitures, et là, vous avez les 4 tours de la bibliothèque François Mitterrand. On va remonter un petit peu le cours. Et là, vous voyez que ces tours sont un peu en hauteur et dans l'épaisseur, ici, il y a des salles et ça plonge sous le niveau de la Seine qui est ici. La Bibliothèque nationale de France. Donc, à la BNF, il y a un original du Principia Matica de 1687. Voici sa couverture. Pas de photo, hein, en 1687, on est au XVIIe siècle. On sait à peu près imprimer, c'est déjà pas mal. Le nom de Principia Mathematica, Principia Mathematica, c'est un diminutif du titre du livre. Le nom complet, c'est Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. C'est du latin. C'est la langue scientifique internationale. L'auteur, autore, c'est Isaac Newton, du Trinity College de Canterbury. Il est professeur. Voilà. Ça a été imprimé par cette société-là. Reg Societis, ça veut dire société royale. Le décret d'impression date de 1686, mais l'impression elle-même a lieu en 1687. Là, ce sont des chiffres romains, mais tout le monde comprend. Hein. 1000, le M, 500, c'est le D, là, le C, c'est 100, donc 1500, 1600. L, c'est 50, 1650. X, c'est 10, 1650, 60, 70, 80, et 7, 1687. Anno, ça veut dire année. On peut aller le voir
On peut le consulter parce que la BNF propose de consulter ces documents sur son portail qu'il a appelé Gallica. Alors, si vous allez sur Gallica et que vous recherchez le Principia Mathematica de Newton, le moteur de recherche va vous indiquer tous les livres qui ont ces mots-clés. Alors, vous voyez que sur Gallica, vous avez 1045 livres où il y a Principia, Mathematica et Newton. On peut filtrer par date d'édition. 1687, c'est le XVIIe siècle. Et on voit qu'il n'y a que 3 livres au XVIIe siècle. Et le premier, c'est évidemment le Principia Mathematica de Newton. C'est un livre très ancien, très précieux. On ne peut pas le consulter comme ça. Donc la BNF a scanné ce livre et vous avez les 508 pages du livre. C'est-à-dire que si je veux aller à la page 101, je vais à la page 101 et voilà. Et là, tout de suite, on voit, oula, c'est compliqué. Ce sont des maths. Vous pouvez présenter avec 2 pages, côte à côte. Parce que, voilà, dans Principia Mathematica, ce sont des mathématiques. Et dans ces mathématiques, il y a les trajectoires autour de la Terre. Voilà. Donc ce travail, Newton l'a commencé alors qu'il était en confinement à cause de la peste. C'est rigolo. Hein. Vous pouvez aussi, si vous voulez, la BNF a un exemplaire du premier livre qui a été imprimé en Europe. Vous savez que c'est la Bible de Gutenberg. Là aussi, si vous tapez la Bible de Gutenberg et que vous voyez que, alors là, dans le site Gallica, il y a 4854 références, on va filtrer par date d'édition. La première Bible imprimée, elle date du XVe siècle. Hop. Et on la trouve ici. Voilà, 1455. La première impression. Grâce à avant, c'était des moines qui devaient recopier. Et vous pouvez voir cette Bible richement enluminée, avec des enluminures, et ces caractères là qui ont été imprimés sur la machine à imprimer de Gutenberg. Les moines copistes, eux, ils remplissaient les trous et ils mettaient les couleurs, ce qui allait quand même beaucoup plus vite que de tout recopier à la main, quoi. Donc ça, c'est un livre qui est inestimable, parce qu'il date de plus de 5 siècles, vous vous rendez compte, presque 6 siècles bientôt. Voilà, je vous demande de compléter ce petit texte. Donc il a été rédigé en latin, je l'ai dit. Je vais vous demander de chercher qui a traduit Principia Mathematica en français, dans une version de 1759. Et parce que cette version française a été préfacée par un des plus grands philosophes du XVIIIe siècle. D'ailleurs, le XVIIIe siècle, il a un nom. Vous avez dû voir ça en histoire. To be continued. 3 petits points, ça veut dire à suivre. Là, vous avez une vieille caricature de Newton. Newton sous son fameux pommier. C'est la fin de la séance. Merci de votre attention. À bientôt.